Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième saison de Bidon Collé. Alors aujourd'hui, pour recommencer cette nouvelle saison, je suis très bien accompagné. Je suis comme d'habitude avec Maxime et Noah. Salut les gars. Salut Boris, salut Max, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour cette deuxième saison de Bidon Collé. Salut les gars, on est reparti pour cette saison, on est en forme. Pour compléter cette Dream Team, on a peut-être le directeur sportif le plus connu de YouTube. On est avec Gaëtan Ponce, directeur sportif chez TDT Unibet, maintenant qui va s'appeler d'une autre manière. Ancien coureur professionnel, déjà une petite expérience quand même maintenant au niveau de la direction sportive. Comment vas-tu Gaëtan? Ça va la forme, merci pour l'invitation, je suis très content d'être là. Parfait. On se lance directement dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'actualité, mais on va surtout faire un gros focus sur cette équipe Tour de Titema. Et pour ça, on va d'abord te présenter Gaëtan, ancien coureur professionnel, directeur sportif maintenant depuis quelques années. Dans ta carrière, quel a été le moment fort, peut-être d'abord en tant que coureur selon toi, et puis après en tant que directeur sportif? C'est clair que la carrière que j'ai eue a été faite de montagnes russes, donc des hauts, des bas. Si je dois garder un moment en particulier, je dirais le podium au Tour d'Allemagne lorsque j'ai eu le maillot à pois. C'était une course professionnelle, mais avec un plateau vraiment très haut niveau. Et ouais, c'était un moment spécial lorsque je me suis retrouvé avec le maillot à pois sur la ligne de départ le lendemain, avec à mes côtés Geraint Thomas, André Greipel, Odej, tous ces gars-là. C'était vraiment chouette. Ouais, tu parles de coureur, je rebondis un petit peu, même si t'as pas fini la réponse en tant que directeur sportif, mais quel est le coureur en tant que coureur qui t'a le plus impressionné, avec qui t'as roulé? Alors je vais peut-être vous surprendre. C'est pas un gars qui est connu, mais c'est un gars qu'on est en train de parler pour le moment. Vous avez peut-être entendu parler de Jack Burke, qui est en train de battre les records Ouais. de Nibali sur le Stelvio, le Mortirolo, Ouais. tout ça. C'est impressionnant en tout cas, d'un Là, coureur amateur on a actuellement. été équipiers. Ah bah voilà. On a Ouais. été équipiers un an. C'est un gars hors du commun. Euh, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais le gars c'est un ours. Il vient du Canada, d'un village complètement paumé. Il est arrivé en Europe, il connaissait pas grand-chose. Par contre, j'ai jamais vu un mec aussi fort. Je me rappelle toujours du test 20 minutes qu'on faisait en stage. Il est arrivé une minute et demie avant tout le monde en haut, avec des watts incroyables, comparables à ceux de Contador quand il gagne le tour. Euh, voilà. C'est la preuve, aujourd'hui il est au sommet de ce grand col avec des temps meilleurs que Nibali. Donc C'est ça. c'est Ouais. quand même. Ouais, il recherche un contrat World Tour en postant des trucs Strava, c'est quand même Mais il assez a fait spécial. une story, je crois, Ouais, ouais. en disant qu'il aimerait encore revenir au C'est niveau ça. professionnel. Ouais. Après, je sais pas s'il y arrivera parce que techniquement, être coureur, c'est pas juste pousser des watts en montagne, hein. Sinon, C'est il y en a aussi- beaucoup qui le seraient. Voilà, je pense que c'est tout Allez, c'est un tout. Il faut pouvoir se positionner dans un peloton, il faut avoir l'intelligence de course. Voilà, s'intégrer dans une équipe. Alors, je dis pas que Jack ne le faisait pas, mais parfois, voilà, la vie fait que on n'est pas au bon endroit au bon moment. Depuis que j'ai Ouais, commencé, c'est je sûr. connais un paquet de gars qui auraient mérité d'avoir un contrat World Tour et finalement qui l'ont jamais eu. Donc voilà. C'est peut-être pas Le plus connu, ouais. le plus connu, mais c'est, je pense, celui qui m'a le plus marqué. Et alors, tu as fait ta carrière en tant que coureur, et puis après, tu as fait le choix de passer directeur sportif. Déjà, comment est-ce qu'on aborde la fin de sa carrière comme ça pour, est-ce que tu avais déjà des contacts pour devenir directeur sportif ou pas? Ça, c'est... Ouais, ça a été un peu inattendu en fait. Donc j'étais en effet coureur chez Léopard pour la troisième année d'affilée. Et j'étais à un moment de ma vie où je me demandais, allez, est-ce que j'ai vraiment encore envie de rouler? C'était un sentiment un peu spécial, mais c'était énormément d'investissement. Être coureur, c'est voilà, c'est être parti beaucoup. C'est une hygiène de vie, c'est énormément de choses qui font que, ben voilà, à un moment, tu deviens un peu plus âgé et tu te dis, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça? Et j'ai eu une réunion avec le management de Léopard et ils m'ont un peu surpris parce qu'ils m'ont proposé de continuer une année, donc l'année 2020 prolongée, ou alors de devenir directeur sportif. Et à ce moment-là, ben, je m'y attendais pas vraiment, donc je leur ai dit ok, c'est super, mais laissez-moi y réfléchir un peu. Et voilà, il m'a fallu une semaine.
Et je suis revenu vers eux, je leur ai dit ok, ça m'intéresse, le projet m'intéresse, c'est une équipe que je connais, dans laquelle je me sens bien. Alors ça allait être un peu particulier parce que tu deviens directeur sportif, techniquement tu vas coacher des mecs qui étaient tes équipiers. Mais je pense que j'ai pris la bonne décision à l'époque parce que j'aurais voulu continuer le métier de coureur cycliste, j'allais tomber en plein dans l'année Covid, donc il n'y a pas eu de course. Et voilà, ça m'a permis de faire une transition vers le métier de directeur sportif d'une manière un peu plus soft. C'était un peu spécial, mais voilà, ça a permis de faire la transition et c'était le bon choix parce que si je regarde les 5 années qui viennent de se passer, je suis vraiment content de la manière dont ça s'est déroulé. Quand on est coureur, on ne se rend pas toujours compte du travail qu'un directeur sportif fait en amont. Est-ce que c'est quelque chose que allez, tu as eu facile à faire ou ça t'a demandé quand même un temps d'adaptation? En fait, quand on est coureur, on croit qu'on a tout le stress sur ses épaules. Et en effet, on a sa carrière à gérer, on est tout seul à pédaler. C'est énormément de stress d'être coureur. Par contre, une fois que tu te retrouves directeur sportif, tu te rends compte de l'envers du décor et tout ce qui est en amont. Donc là, ça n'a pas été facile à gérer tout de suite, mais ce que j'ai apprécié, c'est que Léopard m'a vraiment épaulé. Et ça a été une école de formation, déjà pour les coureurs, déjà quand je l'étais, mais aussi comme directeur sportif. J'ai appris énormément grâce à eux. Et voilà, c'est ça peut-être aussi qui m'a permis de faire le bon chez Titema en Pro Tour. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'ai encore une question sur, avant de laisser peut-être aux autres la parole, sur Léopard. Tu as quand même côtoyé des coureurs qui sont maintenant au tout haut niveau. Par exemple, on a Skelmos qui était chez vous, Mauro Schmidt par exemple, Teutenberg qui maintenant a fait une année extraordinaire. Est-ce que c'est facile de coacher des jeunes talents comme ça alors que ils ont tout pour eux et à la limite ils sont toutes les semaines aux avant-postes? Bon, techniquement, quand ils étaient chez Léopard, c'était pas encore des grandes stars. Donc, je veux dire, c'était plus facile à gérer. Maintenant, c'est clair que c'est des gars, on savait où ils allaient aller. Donc, l'avantage de travailler avec des gars comme ça, c'est qu'ils connaissent déjà le métier, ils ont une vraie intelligence de course, et donc en fait, ils t'apprennent autant que ce que tu leur apprends. Ouais, c'est sûr, Et donc, j'ai vraiment aimé travailler avec eux. Et il n'y a pas eu que, hein. Tu regardes Alexander Krieger, il est passé sur le tard. Un fameux poisson pilote aujourd'hui, c'est un des meilleurs. C'est ça. Ouais. Donc il est passé sur le tard, mais il est passé. Et avant que je n'arrive chez Léopard, tu as aussi eu des gars comme Bob Jungels, Alex Kirsch, tous des gars qui ont été formés. Et donc oui, non, je pense que Léopard a été pendant 11 ans, 12 ans, peut-être une des meilleures équipes non dévo. Ouais, tout à fait. Au niveau continental. Et donc l'équipe a disparu maintenant, mais est-ce que cette disparition, tu penses qu'elle est liée au fait que toutes les équipes pour le Tour créent leur dévo? Parce que elle servait un peu d'équipe de formation, l'air de rien, Léopard, quand on voit les coureurs qui sont passés par là. Alors il y a du pour et du contre dans les équipes dévo. C'est clair que moi, de mon avis, c'est plutôt une bonne chose, les équipes dévo. Ça permet vraiment aux mecs d'avoir un encadrement vraiment professionnel. Et quand on voit le nombre d'équipes d'Evo qu'il y a maintenant, comparé aux équipes qui ne faisaient pas partie d'une équipe Pro Tour avant, il y en a plus. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, c'est clair que ça entraîne aussi la disparition de certaines équipes de formation qui ne sont pas subventionnées par des équipes Pro Tour. Donc, ouais, il y a du pour et du contre. Est-ce que Léopard a disparu à cause de ça? Non. C'était juste une décision commerciale du groupe qui a préféré se focaliser sur d'autres sports comme la MotoGP. Ouais. Ils sont aussi actifs dans ils ont des voitures, des audits de circuit. Ils sont plein de trucs, écuries de chevaux. Donc voilà, ils ont c'est une entreprise quoi. C'est une entreprise, ouais. C'est ça. Et c'est peut-être aussi le problème du vélo en général, c'est que les équipes de développement comme ça, c'est à perte. On voit dans le foot, Léopard a voulu investir aussi dans le foot. Pourquoi? Parce que si demain, ils envoient des mecs plus haut, ils vont retoucher quelque chose derrière. Ouais. En vélo, rien du tout. Et est-ce qu'il faut installer ça dans le monde du vélo alors? Je pense que oui.
Je pense réellement qu'à un moment, il faut se demander pourquoi est-ce que les équipes de développement disparaissent. C'est pas seulement parce qu'il y a des dévots de World Tour qui sont là, c'est aussi parce qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à mettre des sous, mais qui veulent aussi un retour sur investissement. Et qu'une équipe continentale, à l'heure actuelle, bah, c'est perdre de l'argent. Le cyclisme, et alors on va peut-être aborder votre équipe après, parce que vous êtes subventionné par un sponsor aussi chez Unibet, mais à la base, c'est une équipe qui, dans la création du projet, a été... On a mentionné que, ben oui, on aimerait bien de vivre de nos propres fonds, de certains revenus, Exact. comme les revenus YouTube, etc., ou autres, hein, des partenariats, et ainsi de suite, mais il faut vivre sur le long terme. Et aujourd'hui, dans le milieu du vélo, ben, on est toujours dépendant tout simplement d'un mécène, d'une entreprise qui veut mettre son nom sur un maillot. Et au final, ben, si du lendemain, il y a un directeur général qui change, ben, l'équipe, elle peut tomber à l'oubliette. Bah, l'auto. Oui, l'autodestiné aujourd'hui. Destiny, ouais, exact. Ouais, enfin voilà, C'est le business model du vélo qui fait que, voilà, on a un sponsor qui met de l'argent en début d'année, on fait un business plan, et en fin d'année, il n'y a plus de sous. Ça, c'est le business model du vélo. Ce que chez Titema, on essaye de faire, c'est de devenir autosuffisant et créer des revenus grâce à nos contenus, chaîne YouTube, partenariats et autres. Alors pour le moment, on n'est pas encore capable de le faire à 100%, mais c'est déjà un premier pas dans un nouveau système qui permet de vivre de nos revenus et voilà, à terme, peut-être inspirer aussi d'autres équipes. Bien sûr, on a Unibet, on s'appelle Unibet, mais on a aussi Tour de Titema. Et Tour de Titema, c'est un webshop qui marche très très bien, c'est une chaîne YouTube qui marche très très bien, c'est des partenariats. Donc voilà, si on arrive... En fait, notre business model à nous, c'est on a notre équipe de vélo qui donne du contenu aux médias. Les médias donnent une raison de travailler aux commerciaux et ce que les commerciaux dégagent, ils le réinjectent dans l'équipe de vélo. Et donc, on a un triangle sport, média, commercial. Ah, ça, c'est magnifique et c'est vraiment ce... On espère que le cyclisme va se développer vers ce système-là. Et tu parles, donc on va maintenant switcher un petit peu vers Tour de Titema. C'est déjà comment est-ce que toi, après Léopard, tu es arrivé dans ce système-là parce que Léopard se termine et toi, d'un côté, tu te relances dans un projet qui finalement est hyper excitant. Ouais, donc c'est arrivé aussi un peu par hasard. La vraie histoire, c'est que je suis au Tour de Luxembourg, dans la voiture avec, j'allais suivre, je ne sais plus quel coureur, Mathias Bregno, je pense, au départ du contre-la-montre. Et puis j'ai un gars des médias du Tour du Luxembourg qui toque à ma fenêtre, il me dit « Est-ce que je peux venir avec toi dans la voiture ?» Je dis « Ouais, si tu veux. » Il n'y avait personne, donc viens, assieds-toi. Et il suit tout mon chrono, auquel je parle à Mathias. Et puis le soir, la vidéo sort. Et ça fait, je dis pas le buzz, mais voilà, on en parle. Et puis j'avais un de mes coureurs, Andreas Stockbro, qui avait déjà signé là-bas pour l'année suivante. Il vient me trouver, il me dit, écoute, j'ai Bas qui vient de me contacter et il me demande des infos sur toi. Je dis, écoute, à ce moment-là, je savais déjà que Léopard n'était pas certain de continuer. Ouais. Donc j'ai dit, écoute, ouais, ok, si tu veux. Le lendemain matin, je reçois un message de la part de Bas. Est-ce que ça te dirait qu'on se rencontre? Alors à ce moment-là, je sais qu'il a vu la vidéo, mais il m'a dit par la suite qu'il avait déjà mon nom en tête parce qu'ils ont regardé les directeurs sportifs qui avaient fait le meilleur taf avec le moins de budget. Or, chez Léopard, on était vraiment bien. On était dans les meilleures équipes continentales d'Europe, mais pas avec un budget d'une Devo World Tour. Et donc, j'étais déjà dans le scouting, mais je pense que la vidéo a fait aussi du fait qu'ils sont aussi une équipe média. Et donc, j'ai parlé avec Bas, que je connaissais déjà d'avant, du coup. Oui, parce que vous êtes plus ou moins dans les mêmes années. Lui, il était chez BMC, pendant que toi, tu étais chez Bingo, je crois, ou chez Color Code. Ouais, exact. Et on se connaissait déjà d'avant. On n'a jamais eu vraiment de grandes conversations ensemble, mais dans ce milieu, tout le monde se connaît un peu. Et voilà, on a discuté et puis il m'a fallu 3 réunions avec le management pour finalement décider de démarrer ensemble. Alors à ce moment-là, j'étais un peu triste de quitter Léopard parce que c'était devenu un peu comme une famille. 3 ans comme coureur, 4 ans comme DS, 7 ans passés dans la même structure,
j'en avais aussi touché un mot au manager qui m'a directement dit, écoute, premièrement, même si l'équipe continue, ben, je te bride pas parce que c'est une super opportunité pour toi. Et de deux, je suis vraiment pas sûr que l'équipe va continuer. Et donc, c'était moins dur de les quitter. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de démarrer l'aventure ensemble. Ah bah, Ouais. magnifique. On a parlé un peu de Titema, du coup, on vient d'introduire. Quelle est en fait la grosse différence entre Titema et Léopard? On en a parlé, le fameux triangle, on a parlé du système économique de l'équipe, mais il y a aussi surtout le média qui rentre dans ce triangle, mais donc la déjà grosse base de fans, entre guillemets, pour l'équipe. Est-ce que c'est pas un peu excitant et ça aide pas un peu l'équipe d'avoir déjà cette base de fans et d'être déjà hyper développé à ce niveau-là? Parce que avoir le public avec soi, c'est hyper important, je pense, dans le vélo. Ouais, c'est clair, on l'a vu ici à l'Amstel Gold Race. On était avec notre campeur sur la grande place de Maastricht à côté de tous les grands bus et le monde qu'il y avait autour de nous, c'était juste incroyable. Des gosses qui venaient avec des dessins, des personnes âgées qui venaient nous demander pour faire des photos. Ouais, j'étais là, j'ai vu ça, c'était même impossible quasi de vous approcher. Ouais, parce non, que, c'était incroyable et c'est vrai que le but de l'équipe, ça va être dans le futur de faire grandir Tour de Titema. Alors bien sûr, Unibet est ultra important, c'est notre partenaire, il nous fait confiance. Mais dans le vélo, on ne sait jamais comment ça peut aller. Un nom, ça change vite et ce qu'on veut, c'est garder notre identité. C'est pour ça que dans notre nom, on veut toujours garder Titema, pour que les gens s'identifient à nous. Alors il y a des sponsors historiques comme FDJ, comme Quickstep, comme Lotto. Là, les gens sont fans d'une équipe, mais on ne sait pas comment les choses évoluent. On avait à l'époque Bike Exchange qui est devenu Jayco, qui est devenu Alula. C'est dur pour des supporters de s'identifier lorsque, par exemple, dans le foot, on a Standard de Liège, Real de Madrid ou Juventus, par exemple. Donc là, on veut vraiment garder notre nom, Titema, qui n'est pas un sponsor, qui est le nom de l'équipe, et faire grandir notre base de fans grâce à ça. Ouais, on a été ensemble voir un cyclocross il y a quelques semaines. Je pense qu'il y avait 2 fois plus de bruit quand l'Underlocks passait devant nous Ouais. que quand c'était un des stars des cyclocross. C'est le plus choquant. Et il n'y avait pas que nous qui criaient, le public était vraiment en feu, quoi. C'est flagrant. On essaie vraiment de rendre l'équipe fun pour aussi les supporters. Parce que vous regardez la couleur des vélos, vous regardez nos maillots, Ouais, super. la manière dont le contenu YouTube ou Instagram est partagé, on essaie toujours d'apporter une dose de fun, pas seulement pour nous, mais aussi pour le spectateur ou le fan qui vient nous trouver. Il y a quelque chose aussi particulier chez Titema, c'est lorsqu'on vient nous... Bon, sauf sur les toutes grosses courses, mais lorsqu'on est présent, on met jamais les barrières, on met jamais les... Tout est accessible. On Ouais. va jamais refuser à un fan de venir. Bah, une des premières interviews qu'on a fait de notre chaîne, c'était Axel. Ok. Axel Wens au circuit de Wallonie. Non, c'était à la Famen, À la Famen, ouais. classique, ouais. Et puis Basse. Et alors que bah, nous, on commençait, ça faisait même pas 6 mois qu'on avait commencé. Première course sur laquelle on va, et on a nos premières interviews tout de suite avec un grand sourire, même Basse. Alors qu'au final, c'est quand même aujourd'hui un peu une star quand même, quand tu regardes Bah, dans le cyclisme. Je ne C'est vais pas une dire que star. c'est une star, mais on est sorti, on a été faire tous les deux l'inscription à l'Amstel, à la Grand Place de Maastricht, là. On sort, mais véridique, hein. T'avais 10 personnes qui venaient pour lui demander une photo ou un autographe. Mais oui, tu vois, c'est ça qui Et- est, qui est fou. Et toute cette pression médiatique, est-ce que c'est pas un peu pesant aussi en plus de la pression des courses quand on est DS? Honnêtement, pour le moment, c'est plutôt grisant. Peut-être qu'à un moment, ça deviendra pesant, mais non, c'est plutôt chouette en fait. C'est- Parce que c'est pas qu'on se prend pour des stars, loin de là, c'est plus qu'on est content de voir qu'on amène aussi, tu sais, quand t'as des gosses qui arrivent avec tes dessins, bah, tu te dis, ouais, c'est génial, Ah, vous donnez du bonheur aux tu gens. donnes du quoi. bonheur à des petits et tu leur dis pas, attends dans 10 minutes, peut-être que le coureur va venir. Non, le coureur, il arrive et on était au Renouilly, j'ai fait rentrer des enfants dans la voiture pour qu'ils puissent faire des photos, tu vois. Donc, je trouve Ouais. ça chouette aussi de pouvoir partager ça. En fait. Et puis ce qui aide, excuse-moi, mais ce qui aide aussi, c'est que l'équipe est arrivée en disant, bah voilà, on démarre notre équipe, on est en pro team, en Conti puis en pro team, et en 2026, on veut le Tour de France. Techniquement,
on est passé sur 2027. 2027. Ok, Ouais. ouais. On sait que c'est Mais- compliqué, mais il y a mais ça reste l'objectif. Ouais, quoi. ça reste un projet ambitieux et ça reste un projet où il y a une direction et Ouais. en effet c'est très très ambitieux comme projet. Après on en parle, enfin on peut en parler maintenant, mais c'est quelque chose qui est atteignable ou pas, ça on a chacun nos idées, mais en tout cas avoir la direction fait que aujourd'hui tous les coureurs se disent peut-être que moi je vais venir dans cette équipe là parce que à terme peut-être que je vais faire le Tour de France ou je vais évoluer. Parce que aussi les sponsors, ils se disent, si c'est pour être sur le Tour de France en 2027, 2028 ou même 2030, moi je veux faire partie du voyage. Ouais. Et puis aujourd'hui, je pense que, après je vais te laisser la parole, mais un sponsor qui a non seulement qui est sur les courses, mais qui a en plus une exposition comme ça sur les réseaux tout le temps, sera prête à payer beaucoup plus, je suppose, qu'une équipe qui va faire sans contenu et qui va faire 20e, 30e d'une course aujourd'hui. Ça, c'est, enfin, voilà, c'est un peu- Ouais, puis il y a justement ce qui manque un peu dans le cyclisme et ce qui est dur dans le cyclisme en tant que coureur équipe, cette vision d'avenir. On sait très bien que si on veut viser le Tour de France en 2026, 2027 ou 2030, c'est qu'on est sûr d'être toujours là, on veut être là. Et ça, c'est aussi important pour les coureurs, pour le staff, mais aussi pour les sponsors. Ouais, puis l'équipe partage tout. On voit les coulisses de l'équipe grâce aux vidéos, etc. Et c'est ce qui est important même pour la visibilité. C'est de la visibilité qualitative et positive pour les gens. C'est pas une publicité. Les gens regardent les vidéos parce qu'ils ont envie, ils sont contents. Et je pense que ça change énormément d'avoir quelqu'un qui fait une publicité pour Quickstep par exemple, pour l'équipe, alors que de regarder une vidéo qu'on a envie de regarder, qu'on aime bien. Et d'un côté, les retombées seraient beaucoup plus intéressantes, plus qualitatives, je pense. Ouais. C'est ça. Mais Gaëtan, j'ai une question par rapport à ça. C'est une équipe hollandaise qui aujourd'hui devient une équipe française. On le sait que donc il y a premièrement cette idée du Tour de France. Est-ce que c'est lié ou pas? Ça, c'est la première question. Et puis il y a une deuxième question, c'est qu'en Belgique, on sait qu'au niveau des sponsors, les sociétés de paris sportifs ne peuvent plus être un titre dans les noms d'équipes. Est-ce que ça a joué dans le changement de nationalité de l'équipe ou pas? Bah oui, c'est un tout. C'est un tout. Très clairement, le fait de partir en France, c'était aussi la question du sponsor, du nom. Comment est-ce qu'on peut faire perdurer Unibet sur les maillots. Il y a aussi le fait des invitations sur les courses. On devient une pro team française. Ça veut dire que toutes les Coupes de France, on va être au départ. En théorie, les courses World Tour aussi. Donc, je ne vais pas vous énumérer la liste. Mais ce serait des belles courses. Vous imaginez. Donc, très clairement, on est sur un projet sur le long terme, mais avec des échéances à court et moyen terme. Donc, ce qui est chouette, c'est que comparé à certaines équipes qui sont là depuis 10, 20, 25 ans, qui sont d'office présents sur les grands tours, qui sont d'office présents sur les classiques, nous, on est tout jeunes. Et notre objectif, c'est d'y arriver. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On a établi un plan. Est-ce qu'il fonctionnera? Est-ce qu'il ne fonctionnera pas? Il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres pas. Mais en tout cas, on a vraiment une ligne conductrice pour essayer d'atteindre le Tour de France en 2027. D'ici là, il y aura d'autres échéances. Mais en tout cas, quand on voit la saison qu'on vient de réaliser, on a été présent sur le Renouy, course World Tour par étape, notre première course World Tour par étape. Distinctif. Avec Jordi, mais aussi la manière dont c'est comporté dans les sprints. Il suffit de voir les trains qu'on a réussi à faire par rapport aux grandes équipes. C'était, je pense, plus que très bien. Ouais. On a participé à l'Amstel. 7 coureurs à la fin. 6 coureurs à la fin, je pense, quasi tout le monde à la fin. En plus. Tout le monde termine. Tout le monde termine. On fait l'échappée avec Seb Kiffin. Et certaines équipes pour le Tour, il n'y en a pas un seul qui termine. C'est pas pour donner des noms, mais on prend Cofidis, il n'y en a pas un seul qui termine à l'Amstel. Nous, on était tous là. Donc je trouve, ça montre aussi une image positive. Alors bien sûr, on peut toujours vouloir plus, mais je pense que si on y va step by step, l'objectif de 2027 pour le Tour de France est vraiment atteignable. Ce qui m'a fait vraiment croire au projet, c'est quand j'ai vu qu'ils ont réussi en un an à passer de Conti à ProTeam. Depuis les 15 dernières années, le nombre d'équipes que j'ai entendues qui disaient « Allez, objectif ProTeam l'année prochaine ou dans 2 ans ».
Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Bingo l'a fait. Ouais. Euh, Et puis j'en connais pas beaucoup d'autres. Hein. Comme ça, en tête, Willems. Ouais, ouais. Je prends pour la Belgique. Oui, Wanty, Intermarché Wanty qui a fait toutes les étapes, elle. Ouais. Mais je pense qu'il n'y en a pas 10, hein. Il n'y en a peut-être Non. même pas 5. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, voilà, ici, je vois une Conti qui, en un an, arrive de passer de Conti à Pro Team et qui augmente son staff de royalement en 5 ans de 3 personnes à 95 pour l'année prochaine. C'est quand même pas mal, hein, full time. Ouais. Donc, on est vraiment dans une vraie organisation et tout est mis en œuvre pour, atteindre nos objectifs à court, moyen et long terme, mais aussi pour faire évoluer les coureurs de la manière la plus saine possible. Et on essaie vraiment de mettre tous les mecs dans un confort et qui se sentent vraiment encadrés à tout niveau. Tu parles des coureurs. Maintenant, on va peut-être rentrer dans le sportif et voir un peu cette année. Nous, on connaissait certains coureurs parce qu'on est vraiment dans le milieu et on regarde les classements des courses même qui sont peut-être pas professionnelles. Mais il y a quand même pas mal de coureurs qui ont éclos cette année au très haut niveau. On va prendre par exemple Jelle Johannick qui a toujours fait une belle petite carrière au niveau des Conti, mais là, il a fait vraiment un très bon niveau. Artheis, dans la vidéo d'ailleurs où on te voit célébrer assez bien, qui a gagné au plus haut niveau professionnel, autour d'Antalya, directement en plus, dans les premiers mois de la l'équipe. première course de l'année. Ouais. Et puis aujourd'hui, à l'Amstel, t'en as parlé, le Renewy Tour, vous avez David Ebomboy qui est franchement un très bon sprinter aussi. Est-ce que tu attendais d'atteindre ce niveau-là quand tu as vu l'équipe en stage? C'est clair qu'on n'avait pas de grandes stars, qu'on se le dise, et c'est pas péjoratif de dire ça. On n'avait pas de grandes stars qu'on pouvait payer 1 million d'euros l'année. Toujours pas maintenant, mais c'est... toujours pas maintenant. Ouais. Par contre, on sait qu'on a des coureurs qualitatifs et que si on les encadre bien, peuvent devenir des vrais champions. Et ça, j'en suis vraiment convaincu. On t'a parlé de Jelle. Jelle, c'est une vraie machine de guerre, ce mec-là. Mais je déconne vraiment pas. Ce gars-là est fort. C'est une force de la nature. Le problème de Jelle, c'est qu'il doit apprendre l'intelligence de course. Et c'est des choses qui viennent. Il en fait trop des fois. Tu regardes l'année passée, Grand Prix Sama, il lui faut un tour pour rentrer sur l'échappée. Tout seul, il le fait, mais pour rien. Ouais. Ouais. Et moi, on me le dit pas à Radio Tour, le temps que je le vois à la télé et avec le décalage, il était déjà parti. Non, c'est bon, t'arrêtes pas. Mais techniquement, oui, un gars comme ça, je suis certain, peut devenir allez, peut-être pas le champion du monde qu'on connaît, Pogacar ou Van der Poel, mais ça peut devenir vraiment un très grand coureur. Artheis, c'est un gars qui a toujours été, je pense aussi, un peu surestimé au début, puis ensuite sous-estimé, et là il revient à un niveau... en plus, il a eu un très très gros accident il y a 2 ans. Là. Ouais. Donc voilà, on a, je pense, vraiment des mecs qualitatifs qui, dans le futur, vont performer. On a aussi quelques coureurs français dans l'équipe. On a des Belges, on a des Hollandais. C'est vraiment ce côté international, des Danois aussi, avec qui tu as travaillé avec des Danois aussi chez Léopard. Donc au final, est-ce que tu sens que même hors de tout ce qui se passe dans les médias, dans l'équipe, il y a vraiment cette harmonie qui est là ou pas? Alors c'est clair que c'est toujours compliqué d'avoir une harmonie parfaite lorsque tu as des nationalités, des cultures, des mecs qui parlent des langues différentes. Mais ça, je dois dire, c'est quelque chose que j'ai pas ressenti dans mes dernières équipes et que j'ai vraiment ressenti ici chez Titema, c'est qu'il y a vraiment un vrai esprit d'équipe. Où je l'ai vu, c'était déjà en stage l'année dernière, lorsque un jour on passe avec le staff dans la fameuse salle de réunion qu'on loue tous les soirs. En fait, les mecs s'étaient organisés une soirée Wii tous ensemble. Ils jouaient à la console tous ensemble et ils s'étaient organisés un tournoi. Et c'est des bêtises, mais ça, je l'ai revu pendant la saison. Et on a vraiment des gars qui agissent aussi un peu comme des super capitaines de route. J'ai parlé d'Andreas Stockbro, mais il y a aussi Thomas Kopecky. C'est vraiment des mecs qui prennent la parole et quand il y a quelque chose qui n'a pas été en course, on en discute et
je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir avoir des mecs qui essayent par eux-mêmes de mettre une bonne ambiance. Max, toi, tu suis aussi énormément l'équipe sur les réseaux, un peu comme Ouais. moi. Quel est le moment de la saison qui t'a bien plu et où tu t'es dit, ah ben là, ils ont passé un niveau. Bah, je vais te dire l'Amstel, c'est cliché, mais la vidéo déjà qu'on a regardée sur les réseaux, bah, elle est exceptionnelle. Mais alors, moi, j'ai été recouper l'Amstel. Bah, j'avais vu au départ, tu as parlé de l'attroupement autour, mais l'accessibilité aussi. Et puis pendant la course, avec Zeb Kiffin qui était dans l'échappée, mais quand l'échappée passait, il n'y avait que pour lui. Alors que Zeb Kiffin, moi personnellement, je ne le connaissais pas quand il arrivait chez vous, alors que je connais quand même beaucoup de mecs dans le vélo. Bah, quand on voit un Anglais de Saint-Piran, je crois, l'équipe, Ouais, exact. qui vient comme ça et qui, sur la première course, World Tour que vous faites, est acclamé, mais vraiment par des centaines, des milliers de personnes. Ça donnait un peu les frissons. Mais ouais, ça m'étonne vraiment pas. Et alors, il y a eu un recrutement cette année. Il y a Jordi qui s'en va. Et puis après, il y a 5 coureurs qui arrivent. Et là, encore une fois, c'est des coureurs qui sont là pour étoffer l'effectif. Et ça aussi montre que vous êtes maintenant prêts pour faire des courses plus dures aussi, puisque c'est quand même un recrutement de fameux punchers et des fameux coureurs pourquoi pas, de courses ardennaises, du coup. C'est ça, donc je pense que le recrutement a été fait en vision des objectifs à moyen et long terme, hein. C'est clair que on a plutôt basé notre scouting sur les punchers et les mecs qui savent grimper. Donc voilà, on a décidé d'augmenter l'effectif à 24 coureurs, ce qui va permettre aussi à l'équipe de mieux gérer le line-up sur les courses. Et donc à partir de ce moment-là, ce sera mon travail, celui de mes collègues, de créer les meilleures stratégies possibles, les meilleurs line-up possibles pour pouvoir performer sur les courses où on veut performer. Parce que voilà, c'est clair que dans les objectifs à court terme, il y a aussi les fameux points UCI qui sont très importants pour nous. Et donc on a une stratégie basée aussi là-dessus. Ouais, tu parles de points UCI sur les 5 gars qui viennent et qui ont tous gagné l'année passée. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important, des gars qui savent concrétiser. Exact. On a Lucas qui est champion de Slovaquie chrono et sur route. Donc ça, directement, les champions nationaux, c'est des gars qui engrangent énormément de points. Mais c'est pas que pour ça, c'est aussi un mec qui a déjà aussi performé sur des courses par étapes et des classiques. Donc à un moment, je pense, il va falloir vraiment établir des stratégies pour gagner le plus de points possible. Ouais. Et puis ici, surtout, dans les derniers jours, il y a Carboni qui vient. Ouais. Et ça, c'est quand même une grosse pioche parce que c'est un coureur qui... C'est le premier réel nom qui est connu dans le monde du vélo qui arrive chez vous déjà. Ouais, il quoi. gagne au Japon, en Bulgarie cette année. Ouais, c'est ça. Bon, il s'est retrouvé dans une équipe japonaise là, mais c'est un gars avec qui a été. Manuccelli, je crois, hein, c'est Ouais, ça. C'est il l'équipe. a été chez Bardiani. Ouais. Il a l'expérience du Giro, il a porté le maillot blanc au Giro, donc c'est quand même aussi intéressant d'avoir des mecs qui ont un peu de la bouteille, comme on dit, et qui vont pouvoir aussi, en plus de nous, directeurs sportifs, apporter une plus-value aux jeunes mecs. Quand on voit Kylian Verschuren, super gars, qui nous vient de chez AG2R, mais il est encore jeune. On a Baptiste Huet, qui est aussi encore un gars qui doit apprendre énormément. Pareil pour Adrien, même s'il a déjà gagné, mais on a besoin de mecs d'expérience pour faire évoluer l'équipe positivement. Ouais, et d'ailleurs, la preuve que l'équipe fonctionne bien, qu'il y a des super bons échos, tu parlais de Kylian qui vient aussi, c'est un top talent qui était dans la dévo de chez Decathlon AG2R, et finalement il a choisi de venir chez vous. Ouais. C'est la preuve que l'équipe attire quand même. Ouais. Ouais, je pense qu'on attire de plus en plus, et puis on propose aussi quelque chose de concret. Donc contrairement à peut-être d'autres équipes où certains coureurs pensent qu'ils vont juste être un numéro parmi d'autres, nous on essaie vraiment de mettre un vrai encadrement. Donc sans rentrer dans les détails, on a développé ce qu'on appelle le plan 360 pour les coureurs. Donc on encadre les coureurs pendant leurs années chez nous, mais aussi on leur prépare un plan pour l'avenir, une fois qu'ils partiront dans une autre équipe ou lorsqu'ils arrêteront. On leur propose ça. Ils ont un entraîneur attitré dans l'équipe. Ils ont un directeur sportif
attitrés dans l'équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose de... On leur propose un package complet et qu'ils se sentent vraiment complètement intégrés, que certaines autres équipes ne font pas. Donc, Tu as eu un rôle dans le recrutement ou pas? non, Non. j'ai pas eu de rôle dans le recrutement. On m'a demandé mon avis sur certains coureurs. À vrai dire, on a maintenant, comme je disais, 95 personnes à temps plein dans l'équipe. Je vais pas dire que chacun a son rôle, mais DS demande déjà beaucoup de travail. Et donc, je ne me suis pas trop penché sur le recrutement, honnêtement. Ok, bah ça c'était l'année passée. On va passer à l'année qui vient alors. Tu as parlé de quelques projets, quelques courses. Mais avant de te laisser la parole, Maxime, sur quel type de course tu les verrais l'année prochaine, toi? Avant de savoir, parce qu'on n'est pas au courant des invitations et ce genre de choses, mais sur quelle course, toi, tu aimerais les voir? Sur les classiques ardennaises. Moi, comme tu l'as dit, le recrutement a été axé là-dessus cette année. Il y avait déjà quelques bons coureurs dans cette catégorie de course. Et je me dis, pourquoi pas déjà voir des belles échappées avec des beaux noms. Et puis à côté de ça, le recrutement est misé là-dessus. Il y a quelques noms qui m'excitent. Moi, Carboni, c'est un bon coureur. Kylian Verkuren, on vient d'en parler. Meilleur jeune sur le Tour de l'Ain cette année. C'est une course professionnelle. Donc ça Et dur. Ouais, et ça prouve du talent. Alors lui, il est peut-être un peu plus grimpeur que puncher, même si je pense qu'il se débrouille pas mal là-dessus. Donc moi, je vais les voir bien sur ce genre de course ou sur les courses par étapes françaises du World Tour, telles que Paris-Nice, le Dauphiné. Je te regarde pour voir un petit sourire en me disant il y a de l'espérance. Et toi, Noah, tu t'aimerais, c'est quoi la prochaine étape? Ouais, être présent au plus haut niveau. Maxime a dit les Ardennaises, mais il y a quand même beaucoup de coureurs complets qui vont vite, un peu puncher, comme De Vries par exemple, qu'on n'a pas encore cité, qui gagne cette année Dwardor Hageland, donc qui fait podium à Dwardor Hageland cette année, je pense. Donc, non, être présent sur les courses, un maximum de courses, parce qu'il faut quand même évoluer. Malheureusement, on parle beaucoup des points. Et j'ai pas envie de copier Maxime en disant forcément les Ardennaises, mais c'est vrai que j'espère peut-être quelques courses d'ASO comme Maxime. Et j'avais une question là-dessus que j'ai envie de te poser. On sait bien qu'au début, Tour de Titema et ASO, c'est peut-être pas commencé sur les méga bonnes bases. Puis vous avez Tour de Titema et ASO collaboré sur le Tour de France 2023. Est-ce que ça peut être un peu en votre faveur pour 2023, une future... 2024 aussi. Oui, pour On une a future. encore collaboré avec ASO cette année. Et oui, il y a des contacts comme avec tous les organisateurs de courses, avec RCS en Italie, avec ASO, avec Flanders Classic, Golazzo. Voilà, énormément d'organisateurs dans le circuit. Donc, chaque invitation, on dépend de Cycling Service aussi, qui a énormément de courses. Donc, chaque course dépend d'un organisateur et chaque course, c'est une négociation. Donc, on est division 2, on n'a pas une invitation qui tombe du ciel à chaque fois. On n'est pas dans les deux premières équipes Pro Team. Ouais. Pro Team, donc c'est une bataille. Et voilà, très clairement, le fait de passer sous licence française aussi nous ouvre des portes. Ouais, Ploué, l'air de rien, Ouais. c'est un parcours qui est mi-dur, mi-pas trop dur. Ouais. Et donc, du coup, C'est Artaïs, ça, par exemple, accessible. je pense que ça peut lui convenir, Yel aussi. Enfin, voilà, après, on ne sait pas si vous serez Un habité. gars Mais... comme Axel Luens aussi. Ouais. Donc oui, je pense on va avoir d'office un meilleur race calendar que l'année passée. Ça, c'est certain. Après, les confirmations, elles mettent toujours du temps à arriver. Ici, on a déjà des confirmations pour le début de saison. Elles sortiront en temps voulu. Il va y avoir des super choses qui vont arriver, qui vont donner énormément de motivation aux mecs aussi. Mais oui, très clairement, c'est une vraie bataille pour être invité. Et ASO est un partenaire avec lequel on essaie de construire quelque chose sur le long terme. Moi, je comprends tout à fait cette relation vers ASO, mais en ayant un peu suivi la chaîne depuis un petit temps, l'équipe depuis un petit temps, les premiers objectifs et celles qui correspondraient pour moi le mieux à toute la chaîne et à toute l'équipe, ce serait vraiment d'aller sur le Newsblatt. Alors c'est peut-être plus tard, on verra, parce qu'on ne connaît pas encore nous le calendrier, mais le Newsblatt, vous avez l'effectif pour moi qui est parfait. Tu parlais d'Axel. Moi, c'est un coureur que je verrais vraiment bien. Il a quand même une petite pointe de vitesse aussi sur un final comme ça. Alors la gagne, souvent c'est des très très gros noms qui gagnent ce genre de course, mais
on n'est pas loin d'aller jouer un top 10, un top 15 à ce genre de course. Donc moi, c'est vraiment sur cet axe-là que j'aimerais vraiment voir. Et alors, une fois que tu es performant au Newsblad, l'année prochaine, ne tracasse pas que le Tour des Flandres, il y est, Paris-Roubaix ou ce genre de choses. Donc, ouais, franchement, pour moi, vous avez vraiment un effectif qui est, oui, bien et renforcé vers les Ardennaises, mais la base historique est quand même là, parce qu'on parle aussi de Pedersen, qui est quand même un fameux rouleur aussi, et qui est sur les pavés, pourquoi pas. Donc, franchement, ça, c'est vraiment comment moi je le vois. Mais bon, ça, c'est encore les prochaines étapes, et ça, on pourra le voir. Encore une chose pour les deux autres, parce que toi c'est tout l'effectif que tu vas suivre, mais est-ce qu'il y a un coureur que vous allez suivre l'année prochaine? Bah oui, moi c'est le crossman, c'est un peu le mec du Lander. moment. Lander, ouais. Bah, c'est aussi un des mecs que j'affectionne le plus dans l'équipe, de par sa visibilité sur le cross. Mais alors, j'ai entendu dire qu'il voulait plus s'axer sur la route, et je trouve que cette année, il a vraiment une très très belle évolution au niveau des courses routes. Il a eu une super évolution. Lander a fait sa première course avec nous cette année à la Volta à Limburg. Quelques semaines Et avant. je me rappelle, il n'était pas prévu pour l'Amstel, loin de là. Et l'anecdote, c'est que ça m'avait choqué d'ailleurs. J'arrive au briefing, puis je donne la radio au mec. Et Lander, il fait: j'ai jamais utilisé de radio de ma vie. Je dis quoi? Il n'avait jamais fait une course avec une oreillette. Donc il avait jamais fait des courses 1.1, Bah, en 2023, il roulait sur le Tour de Liège, le Tour du C'est Brabant ça. flamand. Et bon, ouais, du coup, bah oui. Donc on a fait le départ de la Vuelta à Limburg, où il a fait un super job pour Arthijs de Vries. Et puis, de fil en aiguille, les circonstances ont fait que les grimpeurs sont partis par là, les blessés sont restés chez eux, et Lander s'est retrouvé sur l'Amstel. Et il a super bien roulé sur l'Amstel. Résultat, il est parti avec moi au Tour de Turquie la semaine suivante, où là, il n'était pas du tout dans les plans pour faire le classement général. Sauf que le Tour de Turquie commence vraiment mal. On a Adam qui ne peut pas prendre le départ parce qu'il se blesse au pied. On a Davidé qui tombe à la première étape de manière très violente. Ouais. On se retrouve à 4, je pense. 4 ou 5, je ne sais plus combien on était au départ. Bref, 2 en moins. Et donc là, il faut que je fasse avec les moyens du bord. On se concentre sur les étapes de sprint. On a Martin, on a Sébastien, on a Andreas, ok. Mais ce n'est pas des purs sprinteurs non plus. J'ai dit: ok, Lander, l'étape de montagne, t'as ta carte. Et il vient faire 6ème. Ouais, c'est incroyable. Mais une vraie étape de montagne, hein, c'était 20 bornes. Hein. Et c'est justement, tu le vois comment, Lander, parce qu'il fait 6ème sur une course comme ça. Ben, on l'a vu après en Hongrie, on l'a vu à plein d'autres. Ouais, il grimpe bien, mais après, quand il va faire Antwerp pour Epic, il est là aussi. Il fait 8ème, je crois, donc c'est aussi allez, c'est plus plat, c'est plus technique avec le cross. Peut-être c'est la spécificité des crossmen, je sais pas, tu vois Van Aert en montagne, alors je suis pas en train de comparer Van Aert et Lander, mais tu vois certains mecs qui sont vraiment à l'aise en montagne, et puis quand on leur demande de sprinter, ils ont le punch en fait. Je pense que Lander peut vraiment être un gars polyvalent, mais avec des vraies qualités en montée. Ouais, c'est sûr. Toi Noah, ton coureur à suivre? Moi, tu l'as cité, mais c'est David Ebonboy. Je trouve que c'est vrai qu'il a une grosse chute en Turquie, arrêtée net par un poteau. Je pense que j'ai jamais vu ça, impressionnant. Ouais. Je suis sprinter, j'étais sprinter, donc j'ai choisi un sprinter. Et non, il faut encore, je pense, le 3e en Poitou-Charentes, derrière Desmar, des gars qui vont super vite. Donc il est encore jeune, 24 ans, donc je pense que un sprinter, c'est là aussi pour ramener des points, pour gagner des courses. Donc j'espère qu'il va faire une année de feu et gagner. Ouais, ça c'est clair que gagner, maintenant en fait, c'est vrai qu'aller voir plus haut à chaque fois au niveau World Tour, c'est bien. Maintenant, il faut pas oublier l'essence d'une équipe de vélo, c'est de gagner des courses. Et alors, c'est ça que je trouve que vous avez super bien fait l'année passée, c'est que vous avez commencé de 1 par une victoire, ça met une dynamique extraordinaire. Et moi, je verrais bien sur certaines opportunités, Davidé, aller se débrouiller sur des courses 1.1 ou même Pro Series, où il peut aller chatouiller des top sprinters. Alors, je pense qu'il est encore en dessous de certains coureurs du World Tour ou même Pro Team. C'est tout à fait normal. Quand on voit sur ces courses-là, des fois, il y a des Arnaud Delis et autres. Oui, c'est difficile de concurrencer, mais ils sont pas là tout le temps. Et de deux, on sait quand même comment ça court là-bas. Des fois, il y a des groupes d'une vingtaine, d'une trentaine qui arrivent. Pourquoi pas? Donc moi, c'est vraiment aussi un coureur que... puis même aller gagner, comme Gaëtan parlait tout tantôt de la Coupe de France. Pourquoi pas aller... C'est vraiment des courses ouvertes, je pense.
c'est une vraie opportunité pour nous d'être présents sur la Coupe de France, tu vois. C'est pas forcément un niveau plus faible, mais c'est un niveau avec des courses plus ouvertes. Donc, C'est un peu il y a une kermesse. il y a moins de coureurs au départ. Je peux pas dire que la Marseillaise c'est une kermesse, mais Non. tu as généralement 120, 130 gars au départ. Tu as moins de kilomètres. On n'est pas sur une course comme l'Amstel à 280 bornes. Là, c'est plus une course qui va nous sourire parce qu'on aime avoir un style agressif et justement, c'est plus On le peut style de saisir course. sa chance plus Exactement, facilement. le genre de course C'est qui moins nous convienne. contrôlé, quoi. Exactement. Ouais, puis t'as rarement, c'est du très haut niveau, mais t'as rarement un gars qui sort du lot, un Arnaud Delis ou un Valard, tous les gars du World Tour qui vont venir. C'est pour ça que c'est beaucoup plus ouvert aussi, comme tu le disais. Ouais, tout à fait. Exact. Ben moi, un cours que je vais suivre, c'est. Alors, pas du tout parce que j'étais grappeur, loin de là, parce que c'était pas un pont d'autoroute pour moi, mais c'est Adrien. Je trouve que. Allez, c'est un gros coureur, un gros moteur. Il a déjà prouvé qu'il s'est gagné aussi, puisqu'il a gagné cette année en Autriche. Et puis, même les courses de plus haut niveau, il est là dans la montagne avec les tout meilleurs grimpeurs du monde. Et l'année prochaine, parce que j'ai vu que vous avez quand même fait un beau programme en Italie, moi j'aimerais que ces courses-là, ça devienne vraiment un bel objectif pour lui. Pourquoi pas aux Abruzzes, autour des Alpes si vous le faites ou autre. Voilà, moi c'est vraiment là où les mecs sont en préparation pour le Giro ou en préparation pour peut-être d'autres objectifs, que lui ce soit son objectif de l'année et qu'il vienne nous en claquer une, qu'il fasse un top 10 au général de ce genre de course. Pour moi je pense qu'il en est capable. Maintenant il doit vraiment passer encore un petit cap cette année, mais je pense qu'avec le temps ça va venir, je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Comme je disais tout à l'heure que Lander avait jamais roulé avec une oreillette, Adrien n'avait jamais eu un briefing dans sa vie. Ouais. Donc on a vraiment un vivier de talent, je pense, dans l'équipe qui ne cesse d'évoluer et où les mecs ne cessent de prendre de l'expérience. On disait Davidé, mais oui, c'est vrai, il est encore jeune. Je pense qu'un gars comme Adrien n'a pas encore montré ce qu'il a de meilleur. Il a déjà montré de très bonnes choses, mais il peut encore faire beaucoup mieux. Donc je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont montrer l'année prochaine. Moi j'ai juste un tout petit dernier, après on va conclure parce que maintenant ça commence à faire, sauf si vous avez encore des questions les gars, mais moi c'est Martin Budding. Je trouve qu'il a été très fort pendant l'année Conti, et puis l'année d'après il a eu un peu, alors malheureusement c'est une question que je me pose, est-ce qu'il était le sprinter de l'équipe à un moment donné, et puis maintenant je le verrais plus comme poisson pilote plutôt pour des coureurs, mais qu'est-ce qui lui manque pour faire cette étape-là pour l'instant, et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que ça aille mieux l'année prochaine? Techniquement, Martin était vraiment un des meilleurs gars qu'on avait en stage l'année passée. Or, les mecs qui arrivent vraiment fort en stage ne sont pas toujours ceux qui marchent le mieux pendant la saison. Je pense qu'il s'est mis beaucoup la pression début d'année, il voulait vraiment être au top du top. Et ouais, on est arrivé au Tour d'Antalya en Turquie. La première étape, malade, il est rentré à la maison. Et puis après, c'était des hauts, des bas, et il n'a jamais réellement pu se montrer à son meilleur niveau. Par contre, comme tu disais, poisson pilote, je pense qu'à un moment, il faut essayer de trouver tes qualités et voir où tu es le meilleur, te focaliser sur où tu peux être le plus efficace pour une équipe. Et ouais, je pense que Martin est vraiment le gars par excellence maintenant pour devenir poisson pilote. Il a la carrure, il a la puissance, donc je pense qu'on risque de le voir sur des belles courses, notamment peut-être même classiques ou autres l'année prochaine. Ouais. Merci Gaëtan. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'équipe et à toi pour l'année prochaine du coup? De terminer déjà dans le top 30 du ouais, classement ici. On en parlait tout à l'heure. Ça, je pense, c'est la première chose. Si on est dans le top 30, c'est que tout s'est passé comme prévu. Et puis, je pense que continuer à prendre du plaisir. Si je fais ce taf, c'est parce que j'aime ça, mais aussi parce que je prends énormément de plaisir à être avec les mecs, les voir évoluer. C'est pas facile tous les jours, c'est être loin de sa famille, c'est faire des heures pas possibles, mais quand tu le fais avec passion, je veux dire, c'est presque pas un boulot, c'est presque un hobby. Donc continuer à prendre du plaisir, top 30 UCI, des victoires, un peu plus que cette année,
et que tous les mecs se portent bien. J'ai juste une dernière question, désolé parce que je suis là. Est-ce que vous allez quand même continuer à courir de temps en temps en point 2 C'est ou pas pas? c'est pas le plan. C'est pas le plan, ok, voilà. Merci Gaëtan, merci les gars. Je sais pas si vous avez encore vous des questions. Non, Non, bah, non. pas de questions. Bah, merci beaucoup d'être venu nous rendre Bah, visite. merci à vous pour l'invitation. C'est quand vous voulez. Si on refait À la première victoire World à la première victoire World Tour, vous m'appelez, je viens. Ça marche, parfait. Ça va. Merci. S'enregistrer. Ouais, c'est- Merci à vous de nous regarder comme l'année passée. Et donc, on est très content d'avoir fait ce premier épisode avec un invité. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. La semaine prochaine, normalement, on aura encore un invité. On vous dira ça un peu plus dans les prochains jours. Et surtout, on arrive avec notre série preview dans les prochaines semaines. Je pense qu'on commence le 3 décembre. Le 3 décembre, ouais. Ouais, voilà. Merci à tous et à bientôt. Salut!